Je m'appelle Lucas Ford et je me souviens du moment précis où tout ce en quoi je croyais s'est effondré. 3 semaines avant qu'Ariel et moi ne soyons censés fêter notre 3e anniversaire de mariage, elle se tenait dans le salon de l'appartement que nous avions choisi ensemble, le visage pâle, la posture figée, les yeux rivés sur une feuille de papier froissée dans sa main tremblante. J'étais à mon bureau en train de terminer le budget mensuel lorsqu'elle est entrée en trombe, m'a lancé le papier comme une grenade et a tourné les talons. L'entête de ce document était sans équivoque, la clinique pour femmes Rosewood, où Ariel était allée pour des examens de routine lorsqu'elle soupçonnait une grossesse. Mais le nom imprimé en haut n'était pas le mien. Il appartenait à quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Instinctivement, j'ai tendu la main vers le papier, me préparant aux questions, à la confusion. N'importe quoi qui pourrait combler le fossé grandissant entre nous. Mais elle ne m'a pas attendu. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement fait son sac en silence, ses larmes invisibles, et a claqué la porte derrière elle avec une irrévocabilité qui a résonné dans ma poitrine. J'étais figé au bord du lit, le document froissé dans ma main, mon pouls battant la chamade, mes pensées s'emballant. Une semaine plus tôt, j'avais pris la douloureuse décision de cesser de payer les frais de scolarité d'Ariel, sa facture de voiture et notre loyer. Je pensais que cela pourrait forcer une conversation. Nous avions besoin de faire le point sur nos attentes et notre gratitude. Je pensais que cela la sortirait du bord de la complaisance. Je n'aurais jamais imaginé que cela susciterait une accusation aussi violente. Chaque dollar que j'avais discrètement investi dans sa vie était censé lui donner du pouvoir, lui donner la liberté de se concentrer sur ses études de droit sans le poids écrasant des dettes. Chaque facture que je réglais, chaque facture de service public que je payais était un sacrifice secret que je supportais sans me plaindre. Mais debout là, au milieu des décombres de notre salon, j'ai réalisé que l'amour, caché dans le silence, peut engendrer la suspicion, et aussi facilement qu'il peut nourrir l'espoir. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, mes premiers mots ont été frénétiques et défensifs. Ariel, attends. Tu dois m'écouter. Mais elle ne s'est pas retournée. Ses pas se sont estompés dans le couloir, engloutis par le cliquetis des portes de l'ascenseur. À cet instant, le seul bruit dans l'appartement était ma propre respiration, rauque et saccadée, et l'écho désespéré de ma vérité non dite. J'ai composé le numéro de la clinique sur mon téléphone, priant qu'il confirme mon intuition, le numéro du patient sur ce rapport appartenait à un autre idiot, et que la femme enceinte dont il parlait n'était pas moi. L'infirmière au bout du fil était polie mais ferme. Le protocole ne leur permettait pas de divulguer les informations du patient sans autorisation. Mon cœur s'est serré. Comment prouver que je n'avais jamais eu d'enfant avec une autre femme alors que le papier que je tenais à la main semblait si officiel? Lorsque Kendra, la sœur d'Ariel, a commencé à ignorer mes appels et mes SMS, j'ai compris que la trahison avait été orchestrée. J'avais toujours su que Kendra se prenait pour un marionnettiste dans nos vies. Ses commentaires aguicheurs, ses insinuations désinvoltes sur ma générosité qui minaient l'indépendance d'Ariel. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle s'abaisserait à ce point. Assise au bord du balcon, les lumières du centre-ville vacillaient sous moi comme de fausses promesses, je repassais chaque interaction dans ma tête. Avais-je manqué un signe? Un regard échangé entre sœurs qui en disait long. Une blague maladroite balayée trop facilement? Ce hochement de tête incessant et introspectif jusqu'à ce que je décide de rassembler toutes les preuves possibles. Relevé bancaire, reçu de frais de scolarité, facture de service public, mensualité de voiture, tous les documents qui prouveraient mon dévouement plutôt que ma tromperie. Ce soir-là, je me suis connecté à tous les portails en ligne que je gérais pour Ariel, parcourant l'historique des transactions et téléchargeant des PDF. Plus j'en découvrais, plus j'étais dévasté. J'avais payé ses études dès son inscription, bien avant notre mariage. J'avais versé la compte pour sa voiture lorsque sa cote de crédit avait refusé de coopérer. J'avais mis de côté notre loyer et nos factures chaque mois pour qu'elle puisse étudier tard le soir sans craindre d'être expulsée. Ce n'étaient pas des obligations, mais des choix dictés par l'amour. Des choix qu'elle n'avait jamais reconnus, ni même soupçonnés. Et maintenant, à cause d'un document malveillant, tout était en ruine, interprété à tort comme un tissu de mensonges. Alors que Dawn approchait, je fixais le paquet de formulaires apparemment officiels étalés sur la table de la cuisine. Le rapport de grossesse, l'entête de la clinique, la signature falsifiée, tout indiquait une tromperie délibérée. J'appelai Kendra une dernière fois, la voix tremblante d'un mélange de colère et de supplication. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi la forcer à m'abandonner sans même poser la moindre question ?» Elle refusa de répondre, son message d'accueil résonnant comme une cruelle parodie de mon désespoir.
À cet instant, je réalisais que j'avais perdu plus qu'une épouse. J'avais perdu la confiance mutuelle qui avait autrefois été le fondement de notre mariage. Le silence laissé par son départ était plus fort que n'importe quelle accusation. Quand Ariel est revenue à notre appartement 3 jours plus tard, les yeux rougis et épuisés, les dégâts étaient irréparables. Je lui ai montré les documents dont elle ne m'avait jamais parlé, les relevés de frais de scolarité, les reçus de paiement de voiture, les chèques de loyer annulés. Je lui ai montré les relevés de mes heures supplémentaires, les factures de projets freelance entrepris pour entretenir son rêve. Et en les lisant, des larmes se sont mêlées à l'incrédulité dans ses yeux. Mais les fissures dans notre relation étaient devenues trop profondes pour se réparer du jour au lendemain. Au moment où ce texto a brisé notre mariage, il a révélé la fragile vérité, l'amour, lorsqu'il est tacite, peut se transformer en ressentiment. Et que parfois, mettre fin au soutien est le seul moyen de révéler les mensonges que nous refusons de voir. Dès l'instant où Ariel et moi nous sommes dit « oui, je le veux ». Chaque vœu, chaque promesse, je les portais comme une armure. Je savais qu'elle ne venait pas de l'argent. Moi non plus. Mais ce que j'avais, je le partageais. Ce que je n'avais pas, je trouvais le moyen de le gagner. Elle était brillante, déterminée, le regard ardent chaque fois qu'elle parlait de devenir avocate. Je la regardais à la table de la cuisine, penchée sur des dossiers de jurisprudence, les surligneurs éparpillés comme des confettis, et je me disais que c'était ça l'amour. Calme, concentré, une ambition décomplexée. Elle m'a dit un jour qu'elle ne voulait rien qui la ralentisse. Pas de distraction, a-t-elle dit, et j'ai acquiescé. Alors, je me suis donné pour mission de gérer les distractions discrètement. Au début, c'était simple. Elle postulait pour une faculté de droit et devait abandonner un emploi à temps partiel pour améliorer sa moyenne. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'ai décroché des missions en freelance, créant des sites web, réparant des réseaux en panne, nettoyant des logiciels malveillants, et je lui ai dit que c'était juste un plus. Lorsqu'elle a été admise à la faculté de droit de Midone grâce à une bourse conditionnelle, elle a pleuré. Ses parents pensaient qu'elle était couverte par le mérite. Ce qu'ils ignoraient et ce que je lui ai peut-être laissé croire trop facilement, c'est que la bourse ne couvrait pas tout. Cette partie conditionnelle, elle l'a abandonnée après son premier semestre. Et quand ce fut le cas, je suis intervenu sans prévenir personne. J'ai payé la différence. Chaque semestre, frais de scolarité, manuel, permis de stationnement, je couvrais tout. Je me persuadais que c'était pour sa fierté. Mais une partie de moi voulait être la raison de son ascension. Il y avait quelque chose d'enivrant à savoir que je l'aidais à poursuivre un rêve, même si elle ne me remerciait jamais. Je me disais qu'elle n'avait pas le temps d'être reconnaissante. Elle était trop occupée à devenir. Nous avons emménagé dans un modeste appartement près du campus, un loyer correct, une chambre près de la bibliothèque. J'ai payé la caution, installé les charges, et même acheté un petit bureau pour qu'elle puisse étudier. Elle pensait que l'appartement était partiellement meublé. Je l'ai laissé croire aussi. Elle était tellement concentrée sur sa survie que je ne voulais pas la distraire avec des questions de logistique. C'est devenu mon domaine. J'ai tout pris en charge. Le loyer, la facture d'eau, l'électricité, le Wi-Fi, les courses. Chaque dépense me revenait. Et elle ne m'a jamais demandé comment tout se passait. Elle vivait simplement dans le confort de l'appartement comme si c'était de l'air. Le plus dur, ce n'était pas l'argent. C'était l'invisibilité. Les heures que je travaillais après qu'elle soit allée se coucher, penché sur mon ordinateur portable dans le noir, à siroter du café chaud pour rester éveillé. Les week-ends que je passais sur les chantiers alors qu'elle me prenait pour une simple sortie entre amis. J'ai appris à vivre dans l'espace entre sa vie et la mienne. Je portais l'épuisement comme une seconde peau, mais je me persuadais que c'était noble, nécessaire. Elle était ma femme. Sa réussite était mon investissement. Je me le répétais sans cesse jusqu'à ce que ça cesse de ressembler à de l'amour et commence à ressembler à une justification. Et pourtant, sa famille ne l'a jamais vue. Sa mère, Bernice, m'a dit un jour au dîner, « Tu as de la chance qu'elle t'ait choisi. Tu sais, elle va loin. » Comme si j'étais un accessoire maladroit qu'elle aurait trouvé dans une friperie. J'ai souri, hoché la tête, ravalé ma fierté. Ils pensaient tous qu'elle avait une bourse complète. Ils se sont vantés qu'elle ait réussi ses études de droit. Ils n'ont jamais demandé comment. Je les ai laissés croire leur version, car les corriger me donnait l'impression de violer l'intimité d'Ariel. Mais au fond de moi, une amertume a commencé à germer.
Chaque fois qu'il louait sa résilience sans comprendre l'échafaudage que j'avais construit sous elle, je le sentais se tordre. Chaque fois que quelqu'un lui disait « Tu te débrouilles toute seule », je ravalais l'envie de répondre « Pas vraiment ». Ce n'était pas une question de mérite, du moins pas au début. Mais l'invisibilité a un effet sur quelqu'un. On se demande si l'amour est censé être aussi discret. Si le sacrifice n'a de valeur que lorsqu'on le remarque. Pourtant, j'ai persévéré. Je me disais que c'était temporaire. Qu'un jour, après qu'elle ait passé le barreau et que nous ayons pris nos premières vraies vacances, elle me regarderait et me dirait « Merci. Je sais ce que tu as fait. » Je me suis accroché à cet instant imaginaire. Il me soutenait quand les heures de travail s'allongeaient, quand mon compte en banque était au plus bas, quand mon corps me faisait mal à force de rester assis trop longtemps, de trop taper sur mon clavier, de trop manger. Je me souviens d'un soir, juste avant notre 2e anniversaire, où j'ai ramené des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. J'avais travaillé 16 heures par jour, mais j'avais arrêté, car je savais qu'elle était submergée par les procédures de responsabilité civile. Je suis entré avec le sac et elle a à peine levé les yeux. « Laisse-le sur la table », a-t-elle marmonné, les yeux rivés sur ses notes. Je suis resté là un moment, espérant qu'elle lèverait les yeux, sourirait, dirait quelque chose. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai laissé la nourriture, pris une douche et me suis couché. Ce soir-là, j'ai fixé le plafond et me suis demandé si j'étais devenu un élément de sa vie, utile, présent, mais inaperçu. J'ai commencé à comprendre qu'elle n'était pas cruelle. Elle n'était pas ingrate volontairement. Elle ne me voyait simplement pas. Pas vraiment. Et c'était aussi ma faute. Je m'étais fait petit pour son succès. Je m'étais effacé de l'histoire pour la laisser briller seule. Alors, quand elle m'a jeté ce papier à la figure 3 semaines avant notre 3e anniversaire, m'accusant d'avoir engendré un enfant qui n'était pas le mien, ce n'était pas seulement la trahison qui m'a blessé. C'était la rapidité avec laquelle elle y a cru. Avec quelle rapidité elle a présumé que je pouvais mentir, tricher, détruire la vie que nous avions construite. Pas de bénéfice du doute, pas de répit, juste de la rage, juste la fuite. Et à cet instant, ça m'a frappé. La femme pour laquelle je m'étais sacrifié, pour laquelle j'avais travaillé, aimé en silence pendant des années, elle ne me connaissait pas du tout. Parce que si elle l'avait su, elle aurait reconnu l'impossibilité de ce dont elle m'accusait. Elle aurait remis les choses en question, enquêté, au moins posé la question. Au lieu de cela, elle est partie. Et c'est là que j'ai compris que le soutien invisible devient une attente. L'amour, donné en silence, devient une dette plutôt qu'un don. Je m'étais rendu invisible au nom de la noblesse. Mais même les choses invisibles peuvent se briser. Et je me suis brisé, seul et en silence. Kendra Ellison avait toujours été la star de chaque pièce, avec ses traits fins et sa tenue impeccable, son rire résonnant comme la note finale d'une symphonie. Dès le jour où je l'ai rencontrée, j'ai reconnu cette étincelle, cette énergie irrésistible qui attirait l'attention. Mais sous son apparence soignée se cachait quelque chose de plus sombre, une soif inassouvie. J'aurais dû le voir plus tôt, à sa façon de s'attarder trop longtemps lorsque nos regards se croisaient. Le frôlement désinvolte de sa main contre mon bras lors des réunions de famille, cette flatterie subtile teintée de défi. Je l'ai balayé du revers de la main, le prenant pour un flirt anodin. Après tout, quel mal pouvait bien faire quelques compliments désinvoltes entre beaux-frères? J'avais tort. Tout a commencé subtilement. Un après-midi, alors qu'Ariel était plongée dans ses manuels à l'étage, Kendra est apparue dans notre salon sans prévenir, son rouge à lèvres rouge vif se détachant sur les murs clairs. Elle portait un chemisier ajusté qui mettait ses courbes en valeur et un sourire si chaleureux que je sentais qu'il dissipait la tension glaciale que j'avais ressentie depuis notre dispute quelques semaines plus tôt. Elle me tendit une tasse de café. Ses yeux se posèrent sur mes lèvres lorsqu'elle parla. « Longue nuit ?» demanda-t-elle, appuyée contre l'encadrement de la porte. J'acquiesçai, reconnaissante pour la caféine. Nous parlâmes de mes projets, de la nouvelle association pour laquelle je faisais du bénévolat. Puis, inclinant la tête et une lueur dans les yeux, elle dit, « Tu sais, Lucas, parfois je me demande ce que ça ferait d'avoir quelqu'un qui m'apprécie autant que tu apprécies Ariel. » J'eus un rire gêné, mais elle ne recula pas. Elle laissa les mots flotter comme un défi. À cet instant, quelque chose changea. Une fracture se forma dans ma loyauté et dans ma lucidité. Je l'annonçai à Ariel plus tard dans la soirée, pensant qu'elle prendrait ça pour les facéties habituelles de sa sœur. Au lieu de cela, elle m'a serré la main et m'a dit, « Kendra se sent juste seule. »
Lucas, tu es aussi son grand frère maintenant. J'ai hoché la tête, mais le malaise persistait. La loyauté est fragile, et la mienne semblait mise à rude épreuve entre la femme que j'adorais et la sœur qui semblait déterminée à ébranler toutes les fondations que nous avions construites. Au fil des jours, la capacité d'action de Kendra s'est intensifiée. Elle a commencé à m'envoyer des SMS à des heures indues. De petites flatteries, des questions sur ma vie, des invitations à sortir sous couvert d'attention fraternelle. Un message disait « Je traverse une période difficile. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un qui se soucie de moi. » J'ai hésité avant de répondre, me rappelant la promesse que j'avais faite à Ariel de maintenir des limites solides dans notre relation. Pourtant, le lendemain matin, j'ai répondu par SMS, lui proposant d'aller lui chercher un café. Le regret m'a envahi dès que j'ai péché. J'ai imaginé la tête d'Ariel si elle voyait l'échange. Étais-je en train de devenir le même fournisseur invisible qui avait laissé Ariel filer entre les mailles du filet de sa propre vie? Le week-end suivant, lors de notre barbecue familial, Kendra s'est glissée près de moi près du grill, son parfum m'enivrant comme une drogue. Elle a ri à mes blagues, des blagues que je trouvais à peine drôles, et a écarté une mèche de cheveux de son visage. Elle a soutenu mon regard plus longtemps que nécessaire, son regard s'adoucissant jusqu'à ce que je sente le monde autour de moi se brouiller. Je me suis rappelé nos vœux de mariage, la confiance que l'on avait juré de respecter. Je me suis rappelé qu'il s'agissait de la sœur de ma femme, pas d'une amante potentielle. J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, j'ai laissé l'instant s'éterniser, espérant bêtement que reconnaître sa solitude ne ferait de mal à personne. Mais le désir, même la sympathie, a le don de brouiller le jugement. Puis vint l'invitation à dîner, une anodine tradition familiale à laquelle Kendra avait insisté pour que nous participions ensemble. Ariel a accepté, ravi que sa sœur et moi partagions une table. Elle disparut dans la chambre pour se changer, et Kendra me fit un clin d'œil dans le couloir en murmurant « Après ce soir, on devrait aller boire un verre ensemble, rien que nous. » Mon cœur battait la chamade, une sonnette d'alarme que je choisissais d'ignorer. Dans la salle à manger, je m'assis entre eux et regardai Kendra poser sa main sur la mienne sur la table, affirmant que c'était en solidarité avec une histoire qu'elle racontait. Nos regards se croisèrent, et je ressentis une vague de honte. Je serrai doucement sa main avant de la retirer, espérant que personne ne le remarquerait, mais Ariel vit. Ses yeux se plissèrent, une lueur de suspicion s'alluma dans son regard. Plus tard, elle murmura « J'ai vu ce qui s'est passé. » Je balbutiai des excuses, affirmai que rien ne se passait. Mais cet instant sema le doute qui allait se transformer en méfiance. Ce n'était pas seulement la flottaison. C'était le courant sous-jacent d'ambition qui me faisait signe. Kendra nous avait vu prospérer. L'admission de sa sœur à la faculté de droit, notre vie modeste mais confortable, et elle en éprouvait du ressentiment. J'ai compris qu'elle considérait les réussites d'Ariel et mon dévouement comme des trophées, des marques qu'elle estimait méritées. Elle aspirait à la gloire et voulait que je l'encourage aussi. J'étais peiné de la voir pervertie par l'envie, de savoir qu'elle trahirait la foi de sa propre sœur pour un avant-goût du pouvoir. Cette trahison s'est cristallisée lorsque j'ai découvert le faux rapport de grossesse dans la boîte aux lettres d'Ariel. Dans la typographie précise de la clinique se cachait la vendetta de Kendra, un coup calculé visant à détruire notre mariage. Dès que j'ai tenu ce papier en main, j'ai compris la véritable profondeur de la malice de Kendra. Elle ne se contentait pas de flirter. Elle créait le chagrin. Elle instrumentalisait le soupçon, usant de la même invisibilité que j'avais utilisée pour soutenir Ariel afin de transformer mes actes en preuve de culpabilité. Mon sang se glaçait en traçant les bords du papier, reconnaissant les imperfections subtiles ou les défauts d'alignement de Photoshop trahissaient la contrefaçon. La confronter fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je l'ai suivie jusqu'à un café tranquille où elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Lorsque je me suis glissé dans la banquette en face d'elle, elle m'a adressé un sourire d'essai qui ne la regardait pas dans les yeux. J'ai claqué le rapport sur la table. Pourquoi, Kendra? Pourquoi tout détruire? Son sourire s'est estompé, remplacé par une lueur de vulnérabilité. Elle a haussé les épaules, la voix basse. Tu as toujours été à elle, Lucas. Je voulais quelque chose de vrai, quelque chose que je pourrais appeler mien. Sa confession sonnait comme des excuses empoisonnées. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes vraiment, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Je me suis éloigné de la table, le poids de ça. Trahison plus lourd que tous les mots qu'elle pouvait prononcer. La loyauté, j'ai compris, doit être exprimée aussi clairement qu'elle se ressent.
La trahison de Kendra m'a fait plus mal, car elle venait de la personne qui aurait dû protéger notre mariage, et non le briser. En quittant le café, le soleil de midi m'a irrité, et j'ai compris la vérité. Les limites une fois franchies ne peuvent être dépassées. Et certaines blessures infligées par nos proches peuvent ne jamais guérir complètement. Lorsque le rapport de la clinique est arrivé à notre appartement, j'ai ressenti un frisson immédiat, comme si l'air lui-même s'était transformé en glace. Il portait tous les signes distinctifs de l'authenticité, l'entête en relief de la clinique pour femmes Rosewood, le sceau officiel estampillé à l'encre marine en bas, les colonnes bien nettes détaillant les informations des patients. Et pourtant, lorsque j'ai lu le numéro d'identification du patient et la date supposée de sa délivrance, un nœud s'est formé dans mon ventre. Je savais de tout mon être que ce document était un mensonge. Mon nom avait été instrumentalisé, détourné pour nourrir la suspicion et la douleur. Mon premier réflexe a été d'appeler directement la clinique et d'exiger des réponses. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro principal, arpentant le couloir, le cœur battant la chamade. Une infirmière a répondu, la voix polie mais sèche. J'ai récité le numéro du patient imprimé sur le rapport et demandé s'il existait un dossier sous ce numéro. Elle marqua une pause, un son qui étira les secondes jusqu'à l'éternité, puis m'expliqua en s'excusant que sans autorisation signée, elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer l'existence d'un tel document. Mon appel s'arrêta. Les lois sur la protection de la vie privée les liaient, dit-elle. Je la suppliai de vérifier au moins la date et de voir si quelque chose correspondait. Je donnai mon autorisation, mon nom, mes coordonnées. Elle me dit qu'elle transmettrait ma demande au service des archives et que je devais m'attendre à une réponse sous 3 jours ouvrés. Je raccrochai, terrifiée, furieuse et profondément impuissante. Je reportai ensuite mon attention sur Kendra. Le soupçon s'était transformé en certitude. Seule une personne ayant accès aux messages personnels d'Ariel et suffisamment compétente technique pouvait avoir fabriqué un faux aussi convaincant. Je lui envoyai un texto, les doigts tremblants. « Pourquoi as-tu envoyé ça à Ariel ?» Pas de réponse. Je l'appelai sur son portable, directement sur sa messagerie. J'envoyais des courriels, des messages sur les réseaux sociaux, chacun de ces messages étant accueilli par un silence absolu. Son évasif était un aveu plus fort que tous les mots qu'elle pouvait prononcer. Je fixai mon téléphone, m'efforçant de rappeler pour exiger une explication, mais je savais que chaque message sans réponse était une brique dans le mur qu'elle construisait entre moi et la vérité. Puis vint le plus dur, contacter Ariel. J'écrivis un message simple, les doigts tremblants au point de devoir marquer une pause entre chaque lettre. Ariel, je te jure, je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Ce rapport n'est pas réel. S'il te plaît, parle-moi. J'appuyai sur « Envoyer » et attendis, espérant que mon cœur ralentisse. Les instants passèrent comme des heures. Enfin, une notification. Vous ne pouvez plus envoyer de message à cet utilisateur. Je le fixai, incrédule. Elle m'avait bloqué. En un instant, le mince espoir auquel je m'étais accroché s'est brisé. Elle refusait de m'entendre. Elle refusait de voir au-delà du papier qu'elle tenait à la main. Le désespoir m'envahit comme une épaisse couverture. Je me retirai dans le salon et m'affaissai sur le canapé. Le rapport était posé sur la table basse, ses bords recourbés comme un animal blessé. Je l'ai repris, inspectant chaque ligne, chaque filigrane, chaque pixel. La mise en page était trop parfaite. La signature en bas semblait étrangement avoir été scannée et collée. Je me suis souvenu du commentaire désinvolte de Kendra, il y a des mois. J'ai un talent incroyable pour Photoshop. Ce souvenir me semblait une sinistre prophétie. Une détermination vacillait dans l'obscurité de mes pensées. Si je ne pouvais pas compter sur Ariel pour m'entendre, je devrais monter un dossier solide avant de la confronter à nouveau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à notre espace cloud partagé. Ma première action a été de rassembler les preuves de mon soutien financier récent. J'ai téléchargé des relevés bancaires montrant une ligne droite de paiement de frais de scolarité, de débit de voiture, de loyer et de transfert de charges. Tous les péchés que j'avais discrètement investis dans la vie d'Ariel. Ensuite, j'ai récupéré les emails de mes clients indépendants confirmant les travaux effectués pour les projets Lucas que j'avais réalisés pour générer les revenus supplémentaires qui couvraient nos dépenses familiales. J'ai imprimé chaque document, créant des piles de reçus et de contrats qui retraçaient la trajectoire de mes sacrifices cachés. En triant les preuves, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait pas seulement de prouver que je n'avais pas engendré l'enfant d'une autre femme.
Il s'agissait de révéler les fils fragiles de la confiance dans mon mariage. J'avais gardé mon soutien secret, espérant protéger Ariel de tout malaise ou embarras. Ce faisant, j'avais laissé un fossé se creuser entre nous, un espace suffisamment large pour laisser passer les soupçons et les mensonges. Cette invisibilité que je croyais protectrice était devenue le catalyseur de notre effondrement. Tard dans la soirée, j'avais constitué un dossier complet. J'ai intitulé chaque section « Frais de scolarité, factures de voiture, loyer et charges, revenus d'indépendants, et enfin, analyse des rapports cliniques ». J'ai sauvegardé le dossier sur un disque sécurisé et en ai envoyé des copies à 2 amis de confiance, Marcus, mon conseiller financier, et Elena, une avocate avec qui j'avais travaillé bénévolement à l'association. J'ai brièvement expliqué la situation et leur ai demandé leur avis sur la meilleure façon de procéder. Je savais que j'avais besoin d'un avis professionnel si je voulais confronter Kendra et Ariel à autre chose que du désespoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, j'évaluais mentalement les résultats possibles. Ariel me croirait-elle lorsque je présenterais les preuves? Se sentirait-elle trahie d'avoir caché mon soutien pendant tout ce temps? Ou verrait-elle la vérité et implorerait-elle mon pardon? L'incertitude me submergea jusqu'à l'aube. Je me suis levé, le cœur lourd et résolu. J'ai passé la journée suivante à téléphoner plutôt qu'à m'effondrer sous l'angoisse. J'ai laissé des messages au service des archives de la clinique, exigeant une confirmation. J'ai rencontré Elena, qui m'a assuré qu'une fois que j'aurais obtenu une déclaration sous serment notariée de la clinique attestant qu'aucun dossier n'existait sous ce numéro de patient, la falsification pourrait être définitivement prouvée. Marcus a examiné mes documents financiers et a confirmé que rien n'indiquait que des fonds avaient été détournés vers quelqu'un d'autre qu'Ariel. Leur soutien a renforcé ma détermination. Je n'étais plus un homme accablé par la suspicion. J'étais un homme armé de preuves, prêt à reprendre possession de mon récit. À la tombée de la nuit, je suis rentré à l'appartement et me suis assis à notre table à manger. Le dossier s'étalait devant moi comme un échiquier. Chaque décision à prendre était planifiée, authentifier les dossiers de la clinique, confronter Kendra à des preuves irréfutables, puis présenter le tout à Ariel en personne. Je savais qu'il y avait un risque à rouvrir ses blessures, mais le silence ne ferait que laisser la vie s'envenimer. J'ai fermé le dossier, sentant le poids du papier entre mes mains et le poids de ce qui allait arriver. Ce rapport fictif avait failli me détruire. Maintenant, j'allais utiliser la vérité que j'avais laborieusement rassemblée pour me battre pour ce mariage enfoui sous les ruines du doute. Je n'aurais jamais imaginé que cesser les paiements que j'avais effectués en silence pendant des années serait comme allumer un feu de forêt. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. À peine une semaine après qu'Ariel m'ait jeté le rapport de la clinique au visage et s'était enfui avec ses bagages, le premier appel est arrivé. Mon téléphone a vibré à l'aube, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, sonné, et j'ai entendu une voix posée, celle de l'économe du cabinet d'avocats de Midtown. « Monsieur Ford, dit-elle, nous constatons que votre dernier paiement de frais de scolarité est refusé. Le compte est en souffrance. » Ma poitrine s'est serrée en appuyant mon pouce sur le côté du téléphone. Je le soumettrai à nouveau aujourd'hui. J'ai menti, même si je savais que ce n'était pas le cas. Ce mensonge avait un goût amer, mais il m'a fait gagner du temps. Midi est arrivé, accompagné d'un deuxième appel. Cette fois de notre propriétaire. Son ton était poli, mais insistant. « Lucas, ton chèque de loyer du mois a été refusé. Il faut régler ça immédiatement, sinon nous devrons entamer une procédure d'expulsion. » Je me suis retrouvé à arpenter les 3 couloirs de notre appartement, jetant un coup d'œil au sac de sport à moitié rempli dans le placard, vestige du départ précipité d'Ariel. Mon cœur battait fort en réalisant qu'en retirant mon soutien, j'avais détruit la vie que j'avais construite pour elle. J'imaginais le sourire triomphant de Kendra et ressentis une pointe de regret mêlé de colère. Avais-je réussi à prouver quelque chose, ou étais-je simplement en train de nous condamner tous les deux? Dans l'après-midi, ma messagerie était pleine. Des messages de la compagnie d'électricité avertissant d'une suspension de service, une alerte de la société de cartes de crédit concernant des frais de retard et, plus grave encore, un SMS de la mère d'Ariel, Bernice. « Appelle-moi tout de suite. » Ma gorge se serra à la vue de son nom à l'écran. Je composai son numéro, l'entendant sangloter avant même de me présenter. « Lucas, » s'étrangla-t-elle. « Que as-tu fait ?» Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing. J'ai arrêté les paiements. Je balbutiai. Je pensais que si je le faisais, on parlerait.
Elle laissa échapper un rire qui ressemblait davantage à du désespoir. Tu as ruiné son crédit, son logement, sa réputation. Tu comprends? Je déglutis difficilement, la vérité de ces paroles me pénétrant profondément. J'avais espéré que la frustration forcerait Ariel à reprendre la conversation. Au lieu de cela, elle l'avait laissé seule, humiliée et seule. J'ai passé les heures suivantes à faire demi-tour avec frénésie. Je me suis connecté à ma banque en ligne et j'ai viré des fonds pour couvrir les frais de scolarité. J'ai envoyé un nouveau chèque de loyer par coursier express et j'ai réglé les factures de services publics avec mes dernières économies d'urgence. Chaque transaction était accompagnée d'un paiement de la honte, un rappel que ma tentative d'éveiller l'honnêteté avait au contraire déclenché le chaos. À la tombée de la nuit, j'étais épuisé financièrement, mais moralement. Je me demandais si Ariel me pardonnerait un jour cette imprudence ou si elle y verrait la confirmation définitive de ma prétendue tromperie. Ce soir-là, je me suis réfugié dans le sanctuaire tranquille du bureau de mon ami Marcus. Il avait été plus qu'un conseiller financier. Il était devenu mon confident lorsque j'avais commencé à financer le rêve d'Ariel. Maintenant, il me regardait avec inquiétude tandis que je m'affalais dans le fauteuil en cuir usé. « Tu as subventionné ses illusions, mec », a-t-il dit doucement, bien que son ton ait une pointe de reproche. Parfois, cesser de la soutenir est le seul moyen de révéler la vérité. Je grimaçai à ces paroles, sachant qu'elles étaient censées me consoler, mais elles me firent plutôt l'effet d'un projecteur braqué sur ma propre cécité. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne feu comme ça, murmurai-je. Il hocha lentement la tête. La vérité a le don de tout consumeur, pour le meilleur et pour le pire. Sur le chemin du retour, je passai devant la faculté de droit de Midone, tard dans la soirée. Les hautes fenêtres du bâtiment brillaient des silhouettes d'étudiants penchés sur leurs dossiers, inconscients du trouble que leur non-paiement avait déclenché. J'appuyai mon front contre la vitre froide et murmurai un mot, désolé. Le reflet qui me fixait semblait fatigué par-delà les années. Je me suis assombri de regret. Je réalisais alors que mes actes avaient non seulement révélé les mensonges que je soupçonnais, mais aussi mis à nu la dépendance structurelle qu'Ariel et moi avions construite ensemble. Une dépendance fondée sur l'amour, mais soutenue par le secret. Le lendemain matin, les répercussions de ma décision se firent plus profondes que je n'aurais pu le prévoir. La mère d'Ariel appela de nouveau, cette fois plus calme, mais toujours tremblante d'inquiétude. « On s'occupe du festin tout de suite, dit-elle. Mais tu dois t'expliquer avec Ariel. » J'exhalai, le poids de ses attentes retomba sur mes épaules. J'avais créé un problème que je ne pouvais plus me permettre d'éviter. Les appels de Kendra étaient plus courts maintenant. De cruelles petites provocations. J'espère que tu profites de ta solitude. J'ai hâte de voir ce que tu feras ensuite. Elle se délectait du désastre que j'avais déclenché. Ma colère face à sa trahison se mêlait à ma culpabilité d'avoir laissé le château de cartes s'effondrer. Cet après-midi-là, j'ai rédigé une lettre à Ariel, une lettre que j'espérais qu'elle lirait sans me bloquer au préalable. J'ai retracé la chronologie des paiements que j'avais annulés et rétablis, expliqué mon désespoir de lui faire comprendre la fragilité de notre confiance et supplié qu'on me donne une chance d'arranger les choses. Je l'ai d'abord écrite au crayon, puis réécrite au stylo, me torturant à chaque phrase comme si chaque mot pouvait faire pencher la balance en faveur de la réconciliation. Lorsque j'ai finalement déposé l'enveloppe dans notre boîte aux lettres communes, ma main tremblait, non pas de peur, mais d'espoir de ne pas avoir irrémédiablement endommagé la femme que j'aimais depuis l'université. À la tombée de la nuit encore une fois, je me suis assis seul dans l'appartement sombre, l'écho des téléphones sonneurs et des lettres sévères qui persistent encore dans mon esprit. Le chèque de loyer que j'avais envoyé demain. Le paiement des frais de scolarité serait traité le lendemain. Mais je savais que le véritable coût de cet effondrement n'était pas monétaire. Il a été mesuré en fiducie fracturée, dans les heures, Ariel avait passé à sangloter dans la voiture d'un étranger, dans l'humiliation qui s'était installée dans sa poitrine comme une pierre. J'ai compris maintenant que l'arrêt parfois le soutien fait plus que révéler la vérité. Il peut détruire les bases sur lesquelles tout le reste est. Et pourtant, même si j'étais assis là entouré par les signes extérieurs de notre vie brisée, je me suis accroché à une conviction. Le silence est en effet plus fort que la rage, mais la confrontation, même douloureuse, peut être le seul chemin de retour à l'honnêteté. L'effondrement avait commencé sur ma montre dans mes propres mains erronées. Que cela se terminerait par une ruine ou une rédemption dépendait de ce qui est venu ensuite, une volonté de reconstruire, une brique de briconnette ou de la reddition à son silence si profond que même l'amour ne pouvait plus résonner à travers son sale. 2 semaines après la disparition d'Ariel avec le rapport de la clinique serré dans son poing,
je me suis retrouvé à se tenir devant la porte de notre appartement, la clé à la main, me demandant à quoi Fantôme pourrait répondre. Au lieu de cela, la porte s'est ouverte avant de pouvoir frapper, révélant Bernice, la mère d'Ariel, flanquée de Kendra. Leur visage était serré avec blessure et accusation, et lorsque la voix douce de Bernice a craqué, j'ai ressenti un froid. « Lucas, qu'as-tu fait ?» Elle a exigé, s'écartant pour me laisser entrer. L'appartement familier, généralement un refuge, ressemblait à une chambre du tribunal. Je mets mes clés sur la table et j'ai rencontré leurs yeux, ma gorge restreinte par la culpabilité et l'épuisement. Ariel se tenait derrière eux, les bras croisés, les yeux rouges, collés et fatigués. Elle portait le chemisier blanc que je lui avais donné à Noël dernier, celui qu'elle a dit lui a fait sentir en confiance. Maintenant, il était assis comme une armure qu'elle ne pouvait pas retirer. Ses cheveux étaient rassemblés en une queue de cheval lâche, des mèches s'échappant pour encadrer sa mâchoire serrée. J'ai avalé, en appuyant sur mes paumes contre le bord de la table comme si je pouvais me stabiliser contre le poids de leur jugement collectif. « Pourquoi tu me ferais ça ?» La voix d'Ariel trembla, mais chaque mot portait la force d'un coup de vent. « Pourquoi croirais-tu ta sœur avant même de me demander ?» Elle s'avança, son pied tombe sur le bois dur, la distance entre nous chargée de chaque grief tacite. J'ai ouvert la bouche, j'ai vu ses mères et ses sœurs en attente de visage derrière elle, et soudain, les mots s'étouffèrent dans ma gorge. Comment pourrais-je expliquer que j'avais retiré les paiements non pas de la malveillance, mais par désespoir ? Désespoir de forcer une conversation que nous n'avions jamais eue, pour lui faire voir la profondeur de mon sacrifice. Les yeux de Bernice s'adoucissaient en étudiant le mien. Elle est sur le point de tout perdre, Lucas, dit-elle doucement, la voix craquant. Sa bourse est un mythe. Le loyer est en retard. Sa voiture a été reproduite et elle a perdu son emploi parce que ses notes ont glissé sans aide financière. Elle a tendu la main à Brossing Ariel d'Ariel. Mais quand Ariel l'a secouée, j'ai vu la douleur dans les yeux de sa mère. Nous ne connaissions pas la vérité, a avoué Bernice. Nous pensions qu'elle était seule. La vieille culpabilité, la fierté secrète que je préservais en les laissant croire qu'Ariel avait gagné son chemin, s'est écrasée sur moi dans des vagues glacées. J'ai avalé dur. Je suis désolé, ai-je dit, bien que les mots soient inadéquats. Je pensais que tirer les paiements lui ferait poser des questions. Le rire d'Ariel était un son bas et amer. Poser des questions. Vous m'avez coupé sans avertissement. Tu m'as laissé bloqué. La chaleur se leva sur mes joues. Je voulais lui parler des nuits que j'avais passées sur mon ordinateur portable. Les week-ends que j'avais sacrifiés pour payer son chemin. Le trope de cravate financière que j'avais marché pour qu'elle puisse chasser son rêve, mais les mots semblaient pathétiques. Au lieu de cela, j'ai poussé une pile de papiers vers eux. Facture de frais de scolarité estampillée. Reçu de location. Les factures de services publics ont marqué 0 solde. Reçu d'épicerie. Confirmation de paiement de la note de voiture. J'ai exploité le dossier des frais de scolarité. Ceux-ci sont tous payés par moi chaque mois, chaque semestre. Ma main planait sur les factures comme si les toucher pouvaient transmettre la sincérité que je ne pouvais pas trouver dans ma voix. Le visage de Kendra s'est élargi. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun son ne sortait. Bernice a atteint les papiers, les traversant avec des doigts tremblants. « Où est-ce » murmura-t-elle, me regardant. « Pourquoi cacheriez-vous cela ?» J'ai serré ma mâchoire. « Parce que je voulais que vous croyiez tous qu'Ariel réalisait au mérite. Je pensais que cela protégerait sa fierté. » Les yeux de Bernice sont bordés de larmes. L'orgueil, a-t-elle fait écho, ne vaut pas plus que l'honnêteté. Ariel se tait, les papiers tombant à travers ses doigts comme des promesses fragiles. J'ai pris un souffle tremblant et j'ai rencontré son regard. Je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez endetté. Je vous aimais assez pour vous donner l'espace pour réussir sans vous soucier de l'argent. Ses épaules tremblaient alors que des larmes éclaboussaient sur le tapis. Tu m'aimais, murmura-t-elle. Mais tu ne me faisais jamais assez confiance pour me le dire. C'était là, la vérité déchirante que j'avais cachée derrière mon soutien financier. Dans mes efforts pour aider, je l'avais coupé de l'histoire. J'avais réduit notre partenariat aux registres et factures plutôt qu'aux conversations et confessions. Le silence s'étendait entre nous, lourd comme un nuage de tempête. Puis Ariel a parlé, la voix fracturée. Je ne savais pas. Les mots semblaient trop petits pour le vaste golfe entre nous. Elle regarda Kendra,
dont le visage se tordit de culpabilité. Tu m'as menti, Ariel accusait. Vous m'avez trahi. Les excuses de Kendra tremblaient dans sa gorge, mais elle a réussi à chuchoter. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Les yeux d'Ariel se durcissa. Il est allé aussi loin que vous l'avez laissé. Elle se tourna vers moi. Pourquoi tu ne m'as pas juste dit la vérité? J'avais peur. J'ai admis la dégustation des confessions comme la défaite. Peur de vous faire sentir faible. Honte. Peur que si vous saviez à quel point je donnais, vous penseriez moins à vous. Bernice prit la main d'Ariel, déchire ses joues. Ma petite fille, murmura-t-elle, broyant la voix. Nous l'aurions transportée ensemble. J'ai fermé les yeux, réalisant l'ironie qu'en essayant d'épargner sa douleur, j'avais infligé la blessure la plus profonde de toutes. Ariel a respiré lentement, la coucouque dans sa voix se ramollit. Je ne suis pas enfant, a-t-elle déclaré. J'avais besoin de savoir que tu m'as fait confiance. Les mots coupaient comme du verre. À cet instant, j'ai vu le gouffre que j'avais créé, un espace que je devais traverser si jamais j'espérais récupérer son cœur. J'ai tendu la main, hésité, puis lui pris doucement la main. La pièce semblait expirer car elle ne s'est pas retirée. J'ai regardé Bernice et Kendra, ma famille par circonstance, et j'ai hoché la tête. Je te fais confiance, dis-je, voice raw. J'aurais dû le montrer. L'appartement est resté silencieux, mais pour le bourdonnement du réfrigérateur. Les papiers gisaient là où je les avais poussés. Preuve d'un amour qui avait presque été perdu dans le secret et la suspicion. Dans les conséquences silencieuses, nous nous tenions sur une ligne de faille entre le passé et le futur. Savoir que la reconstruction serait le chapitre le plus difficile à ce jour. Mais alors que les doigts d'Ariel se resserraient autour du mien, j'ai senti les premières agitations de quelque chose de fragile et féroce. La possibilité que l'honnêteté, même lorsqu'elle pique, pourrait encore guérir ce que la trahison avait brisé. Je me tenais au centre de la petite salle de conférence du bureau d'avocat de Bernice, entouré d'une famille qui avait autrefois été étrangère à mes sacrifices, mais qui m'a maintenant regardé avec un mélange de culpabilité et de curiosité. Ariel s'assit en face de moi, ses bras se sont pliés, son expression illisible. Kendra plana près de la fenêtre, le visage cendré, se balançant les pieds. Bernie est perché à la tête de la table, se penchant en avant, ses yeux plaidant pour la réconciliation. L'heure que je leur avais donnée pour dire leur vérité était arrivée, et je me suis préparé pour les confessions que je craignais que je ne viendrais jamais. Kendra a été le premier à remuer. Elle se déplaça sur ses talons, regarda Ariel, puis me retourna. Lucas, commença-t-elle, voix provisoire. Le rapport de grossesse. Je l'ai transmis comme je l'ai reçu. Je ne pensais pas que ces mots vacillaient et elle avalait. J'ai tenu son regard, attendant. Elle ferma les yeux, pressa son front contre le verre frais de la fenêtre, et a admis, je l'ai fait. Je l'ai forgé. Sa confession a atterri comme un coup de poing à mon instinct. Chaque pouls dans mon corps secoua. Vous avez Photoshop mon nom? Demandai-je, la voix basse, elle hocha la tête, les larmes scintillaient alors qu'il traçait les rivulets sur ses joues. J'étais jalouse, a-t-elle avoué, les épaules tremblant. Jaloux qu'Ariel vous ait eu, qu'elle avait votre soutien, votre amour, qu'elle avait tout ce que j'ai toujours voulu. Le souffle d'Ariel a pris et j'ai vu la blessure scintiller dans ses yeux. Blessure pour moi, et peut-être même un scintillement de chagrin pour sa sœur. J'ai fait un pas en avant régulier, fermant la distance entre nous. Pourquoi? J'ai demandé à Kendra. Pourquoi aller aussi loin? Elle a alors rencontré mon regard et ses lèvres tremblèrent. Je pensais que si je la faisais croire que vous l'avez trahie, elle reviendrait en courant vers moi. A-t-elle admis? Ses paroles étaient suspendues en l'air, fragiles avec regret. Je pensais pouvoir combler le vide que vous avez laissé lorsque vous avez cessé de souscrire sa vie. Un silence creux suivit, brisé uniquement par le bourdonnement doux du climatiseur. Se tournant vers Ariel, la voix de Kendra se craqua en continuant. Je voulais être celui sur lequel vous vous penchiez, pas elle. Les lèvres d'Ariel se sont séparées d'incrédulité, des larmes se rassemblant au coin de ses yeux. Vous étiez prêt à détruire mon mariage pour vos propres besoins égoïstes, murmura-t-elle. Kendra hocha la tête, les épaules s'affaissent. Je sais que c'est impardonnable, a-t-elle déclaré. Je n'ai jamais voulu te blesser mal. Il est devenu incontrôlable. Bernice expira brusquement, chagrin gravé sur son visage. Pourquoi ne me parlerais-tu pas? Elle a exigé Kendra.
Je t'aurais aidé. Kendra baissa les yeux sur ses mains, Knuckle White. J'étais trop fière, a-t-elle admis. Pride m'a empêché de demander de l'aide. Ariel tourna son regard vers sa mère, les yeux s'adoucissant. Maman, dit-elle doucement. Pourquoi aucun de vous ne s'est rendu compte que je luttais? Bernice ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est venu. Je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux, la réalisation qu'elle avait été tellement convaincue de l'indépendance d'Ariel qu'elle avait fermé les yeux sur les besoins non parvenus de sa fille. Je suis désolé, ma chérie. Bernice a finalement chuchoté, la voix craquant. Je pensais que tu avais tout sous contrôle parce que tu l'as toujours fait. Les excuses sont suspendues dans la pièce, d'où sa mère, incapable de défaire des mois de confiance brisés. Je m'éclatais la gorge, ma voix attrapant pendant que je parlais. Il est facile de voir les choses avec le recul, ai-je dit. Mais ce que personne ne s'attendait, c'est que j'avais des preuves. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti une enveloppe scellée. Le silence qui tomba sur la pièce se sentait tangible, comme si chaque rythme cardiaque faisait résonner dans le plafond voûté. J'ai fait confirmer la clinique par écrit qu'aucun dossier n'existe sous cette pièce d'identité du patient, ai-je dit, glissant une lettre notarise à travers la table. Ils l'ont vérifié. Bernaise l'a ramassé avec des doigts tremblants, scannant le tampon officiel. Ariel m'a regardé, un choc et un soulagement se mêlant à son expression. Tu veux tout ce problème? Demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête. J'ai refusé de laisser un mensonge devenir notre réalité. Je place ensuite devant eux la pile des factures et des reçus. Paiement de frais de scolarité, chèques de loyer, factures de services publics, contrats indépendants. Tout ce que j'ai fait, chaque dollar que j'ai dépensé a été documenté. Je n'ai pas demandé merci. J'avais juste besoin que tu saches. Ariel a atteint un communiqué des frais de scolarité, passant son doigt le long de la ligne qui disait « Payé par Lucas Fort ». Ses yeux brillaient en absorbant l'ampleur de ma dévotion silencieuse. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-elle, la voix épaisse d'émotion. J'exhalai, rencontrant son regard. Je pensais que je te faisais une faveur, ai-je avoué. Je voulais que vous vous sentiez fort et indépendant. Je voulais que vous montiez sans regarder en arrière. Mais ce faisant, je me suis rendu invisible. Des larmes ont glissé sur les joues d'Ariel alors qu'elle traitait la révélation. Kendra a incliné la tête, la honte gravée dans chaque ligne de son visage. Bernice a pleuré silencieusement, la culpabilité et le relief se mélangeant dans ses soubes. Plus vieux. J'étais tellement aveugle. Je lui ai pris la main, serrant doucement et j'ai dit, je suis désolé aussi d'avoir caché la vérité. Nos yeux se verrouillaient, et en ce moment fragile, j'ai senti le premier point de réparation tissage entre nous. Kendra se leva également, et avec ses mains qui tremblaient encore, elle s'approcha d'Ariel. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, murmura-t-elle, voix brute. Mais je suis vraiment désolé. Ariel hésita, puis plaça sa main sur un tremblement de Kendra. Le geste n'était pas une réconciliation complète, mais c'était une ouverture. Une porte craqua un pot. Bernice a enveloppé ses deux filles dans une étreinte. Ses bras pontant le rift qui avait presque déchiré notre famille. Alors que je recuais, j'ai réalisé que la vérité que personne ne s'attendait n'avait fait plus que d'effacer mon nom. Cela nous avait tous forcés à l'honnêteté. Et dans ce creuset de confessions et d'excuses, quelque chose a commencé à grandir. La possibilité que l'amour, testé par trahison, puisse émerger, pas indemne, mais plus fort. Ses racines s'approfondissaient par les leçons durement gagnées de la confiance et de la vérité. Des mois ont glissé au virage doux du calendrier. Chaque jour, un rappel que la vie suit rarement une ligne droite. Après les confessions et la confrontation, j'ai quitté notre ancien appartement et j'ai déménagé dans un modeste loft dans une autre partie de la ville. Celui que je pouvais me permettre par moi-même sans subvention cachée ni explication chuchotée. Les murs de briques exposés loft et les poutres en acier ont parlé de la résilience, un rappel que la résistance émerge des difficultés. Je les fournis simplement, un bureau robuste, une petite étagère, un canapé qui grinçait juste assez pour me rappeler sa présence. Aucun rappel de la vie que j'avais perdue, seulement de l'espace pour en construire un nouveau. Je me suis lancé dans mon travail à l'association à but non lucratif, enseignant le codage des jeunes à risquer les principes fondamentaux. Chaque matin, je faisais des trottoirs craqués, passais de murs marqués de graffitis et montais dans le bus scolaire qui a transporté mes élèves au centre communautaire. Leurs visages impatients et leurs questions pleines d'espoir m'ont donné un but.
Lorsque je leur ai montré comment construire un site web ou dépanner un réseau, j'ai vu des réflexions sur mon propre voyage. Le frisson de la maîtrise, la frustration de l'échec et la fierté de créer quelque chose à partir de rien. C'était la guérison de guider les jeunes esprits, d'assister à leur percée et de les diriger doucement à travers les revers. Avec chaque ligne de code qu'ils maîtrisaient, j'ai senti un morceau de ma propre confiance brisée remonter ensemble. Un après-midi croustillant à la fin de l'automne, le courrier est arrivé, une enveloppe manuscrite dans le script en boucle que j'ai reconnu immédiatement. Mon cœur battait alors que je l'ouvrais pour trouver l'écriture d'Ariel à l'intérieur. Sa note était provisoire, presque méfiante, mais sérieuse. J'espère que cela vous trouve bien. Je voulais vous mettre à jour sur ce qui se passe ici. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle s'était retirée de Meadow après que les retombées financières aient déraillé ses notes du premier semestre. Embarrassée et honteux, elle était retournée chez sa mère pour se regrouper. Grâce à une connexion familiale, elle avait obtenu un poste de paralégal dans un centre d'aide juridique du centre-ville, travaillant des affaires pro bono pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre une représentation. Ce n'est pas une faculté de droit, a-t-elle écrit. Mais c'est réel. J'apprends plus que les manuels ne pourraient jamais m'apprendre. Elle a clôturé avec « Merci de m'avoir donné la chance de voir ce dont j'avais besoin. Je ne demande rien d'autre que votre compréhension. » Ariel, en lisant ces mots, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Elle n'avait pas demandé mon pardon, mais son ouverture l'a donné librement. J'ai plié la lettre et l'ai placée sur mon bureau, je résolus gonflement en moi. Nous étions toujours sur des chemins différents, mais nos destinations s'étaient rejointes une fois de plus, et cette fois avec l'honnêteté éclairant la voie. Le lendemain matin, j'ai rédigé ma réponse. Pas de grands gestes, pas de récrimination, juste la vérité de ma vie. J'ai décrit les derniers succès de l'organisme à but non lucratif, les visages des étudiants qui avaient débarqué des stages en raison de notre programme et de la façon dont l'enseignement était devenu plus qu'un emploi. C'était une vocation. J'ai salué son courage en commençant à nouveau, lui ai dit que j'étais fier et que nous avons fermé avec une invitation. Si jamais vous voulez partager un café et rattraper son retard. Je serai au Carmichael Café tous les jeudis soirs vers 6 heures. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai déposée dans la boîte aux lettres. Le timbre de la lettre tombe en résonnant comme une petite mais définition étape vers la réconciliation. Ce jeudi, j'ai rythmé à l'extérieur de Carmichael au début du crépuscule, scannant les réverbères alors qu'ils clignotaient. Mes paumes se sentaient moites, mon cœur battait avec anticipation et un scintillement de peur. Viendrait-elle ? Notre conversation s'effondrerait-elle sous le poids d'un passé partagé ? À 6h12, je l'ai repérée, les cheveux reculés, les épaules au carré, confiante mais prudente. Ariel s'arrêta à la porte, prit une respiration et entra. Elle m'a vu immédiatement, et je me levai pour la saluer, à nouveau nerveuse après des mois de stabilité. Son sourire était provisoire, mais authentique. « Salut, dit-elle doucement. Merci pour l'invitation. » Nous nous sommes installés dans un stand près de la fenêtre, le péché du café et de la pâtisserie qui nous entoure. Notre conversation a commencé de manière ardente. Mise à jour sur les amis communs, anecdotes du travail, mais se sont rapidement déroulées en quelque chose de plus substantiel. Elle a parlé de son premier cas prono, défendant un locataire confronté à l'expulsion, de la satisfaction qu'elle a ressentie en rédaction des mémoires et en négociant avec les propriétaires. Je lui ai parlé de Sam, un jeune de 16 ans qui a récemment lancé son propre site web de tutorat avec notre aide. Chaque histoire était une offrande, un morceau de nos vies mis à nu. À un moment donné, j'ai atteint la table et j'ai placé ma main sur la sienne, la même main qui tenait autrefois ses déclarations de scolarité. « Je suis fier de toi, dis-je. » Ses yeux brillaient dans la lumière du café chaud. « Merci, murmura-t-elle. Je suis fier de toi aussi, pour construire quelque chose de significatif ici. » La distance entre nous se sentait plus petite, pontée par l'honnêteté que nous partagions maintenant librement. Au cours des prochaines semaines, nos réunions sont devenues un rituel du jeudi. Nous avons parlé de la stratégie. Elle a demandé des conseils sur le logiciel Digital Record pour ses cadets juridiques. Je lui ai demandé de revoir une proposition de subvention que je rédigeais pour l'organisme à but non lucratif. Nous avons ri par des souvenirs partagés, mais nous avons également appris à naviguer dans de nouvelles limites. Nous définissons les règles. Aucune discussion sur les ressentiments antérieurs après 20 heures, aucune attente financière les unes des autres et honnêteté absolue sur nos besoins et nos limites. Ces limites n'étaient pas des murs, mais des garde-corps pour nous garder sur une voie plus saine.
Une soirée froide au début de l'hiver, alors que nous retournions à la station de métro, Ariel s'est arrêté et m'a regardé. La vapeur de notre souffle s'enroula dans l'air entre nous. Pensez-vous que nous pouvons être plus que cela? Demanda-t-elle, voix basse. J'ai examiné attentivement la question. Nos vies avaient été irrévocablement modifiées par les secrets et les mensonges. Mais la fondation que nous construisions maintenant était enracinée dans la transparence. Je ne sais pas, admis-je. Mais je sais que je veux essayer de reconstruire, pas répéter. Et quoi qu'il arrive ensuite, je veux que nous soyons tous les deux fiers de la façon dont nous nous traitons. Elle sourit, une véritable expression non gardée qui m'a réchauffé plus que n'importe quel fils d'hiver. J'aime ça, a-t-elle dit. Nous nous sommes étreintes avec soin, comme si nous ressentions quel espace restait encore entre nous. Dans cette étreinte, j'ai ressenti la promesse de quelque chose de nouveau. Peut-être pas le mariage que nous avions autrefois, mais un partenariat né de la vérité parlée et des blessures on reconnues. Alors que je rentrais chez moi sous les réverbères, la ville se sentait vivante avec possibilité. La neige avait commencé à tomber en flocons doux, chacun unique, un rappel que les nouveaux débuts se présentent sous des formes inattendues. Mon passé moi aurait pu chercher à protéger l'amour à travers le silence. Mon moi actuel a compris que l'amour, le support, nécessite que le courage de parler, d'écouter et de se donner la possibilité d'échouer et de grandir. Dans le silence silencieux de la neige qui tombe, j'ai décidé de continuer à construire aux côtés d'Ariel, si le destin le permettait, un futur fabriqué non par le sacrifice seul, mais par la confiance, le respect et le travail partagé de deux personnes déterminées à apprendre de leurs erreurs. Je me souviens encore de la première étape que j'ai faite dans le café où Ariel et moi avons accepté de rencontrer, un petit endroit sans prétention de ville avec des murs de briques exposés et le riche pêcher de rôtir des haricots en l'air. Mon cœur a frappé si fort que j'étais sûr que le barista l'entendrait alors que je commandais un café noir et que je me tournais pour scanner la porte familière. Là, elle se tenait, plus mince et plus silencieuse que je ne m'en souvienne, vêtue d'un simple manteau de marine qui lui a fait ressembler plus à elle que n'importe quelle étiquette de créatrice. Ses yeux ont rencontré les miens un instant, des hésitations et de l'espoir qui se détachent dans leur profondeur avant qu'elle n'offre un petit sourire provisoire. Je l'ai rejointe à la table du coin. Nos mains se brossaient en m'asseyant, et j'ai senti un courant de tension bon entre nous, tempéré par la sécurité de la distance. Merci d'être venu, dis-je tranquillement. Elle hocha la tête, tirant son manteau plus fort, comme si le tissu pouvait la protéger des souvenirs de notre effondrement. Je voulais te voir, répondit-elle en voix basse. Pour vous dire face à face, je suis désolé. Les excuses simples ont porté le poids des mois, le rapport forge, les accusations, le silence qui s'était étendu entre nous comme un canyon. J'ai plié mes mains sur la table, étudiant son profil en attendant que je parle. Tu m'as manqué, ai-je avoué, nous surprenant tous les deux avec l'admission. Elle baissa les yeux sur son café et trace le bord de la tasse avec son doigt. Moi aussi, murmura-t-elle. Notre conversation a commencé avec prudence, des mises à jour sur le travail, les dernières nouvelles de la ville. Mais sous chaque phrase résidait une histoire partagée, nous avions tous les deux peur de revisiter trop rapidement. À l'extérieur, la circulation fredonnait devant la fenêtre, inconsciente des retrouvailles fragiles se produisant à l'intérieur. Après quelques minutes, je me suis éclairé la gorge et j'ai dit, j'ai beaucoup pensé au pardon. Sa tête se leva. Pouvez-vous? Demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête. Je veux, mais j'ai réalisé que le pardon n'est pas un seul acte. C'est un processus, un essai, vraiment. Nous mettons tout sur le stand. Faites confiance, amour, patience, et nous posons des questions difficiles. Est-ce que je vous crois toujours? Puis-je me faire mal à me séparer comme si elle ne voulait pas dire quelque chose, mais je n'ai pas continué. Est-ce que je suis en train de nous en parler? Le mien cachait la vérité. Le vôtre croyait le pire sans pause. Mais reconnaître ses erreurs est la première étape vers le pardon. Le barista a rempli nos tasses, et pendant un moment, nous nous sommes assis dans un silence compagnon. Puis Ariel a pris une inspiration lente et a demandé, que faisons-nous maintenant? J'ai pensé attentivement avant de répondre. Nous continuons à nous rencontrer, dis-je. Nous fixons les termes, l'honnêteté à tout moment, l'espace où nous en avons besoin, une volonté de demander de l'aide au lieu de supposer le pire. Elle hocha la tête. Soulagement et détermination se mêlant à son visage. Nous avons passé l'heure suivante à esquisser notre accord non écrit, nos vérifications hebdomadaires, notre partage ouvert de défis et nos limites claires sur ce que nous attendions les uns des autres.
Nous avons promis de parler lorsque nous nous sommes sentis blessés plutôt que de nous retirer dans le silence. Et surtout, nous avons juré de croire à la bonté essentielle de l'autre jusqu'à ce que le contraire prouve. Lorsque nous nous sommes finalement tenus pour partir, le soleil de fin d'après-midi a inondé le café. Avec chaleur. Ariel a glissé sa main dans la mienne et a donné une douce pression. « Merci de m'avoir donné la chance d'échouer », a-t-elle dit, faisant écho à mes propres mots des mois avant. J'ai souri, ressentant les fragiles de début de confiance et aime ce tricot ensemble. La trahison, mais par le courage de pardonner et la volonté de reconstruire. Dans l'air du matin, libre de vieilles dettes et de vérités cachées. Mort et suivez maintenant mes progrès avec excitation. Désireux d'apprendre du code qui ouvrira les portes que je pensais une fois verrouillées pour toujours. Je leur enseigne non seulement les balises de syntaxe Python ou HTML, mais la valeur de la transparence. Si vous construisez votre travail sur des fondations claires, je leur dis qu'elle ne s'effondrera pas sous surveillance. Leurs yeux s'allument lorsque je partage des histoires de mes propres faux pas. Comment j'ai appris que la dissimulation comporte un coup qu'aucun grand livre ne peut capturer. Après les cours, je me dirige vers mon petit atelier où je consulte à distance pour les startups qui en ont besoin. J'ai structuré ma vie pour que chaque projet s'aligne sur mes principes. Pas de frais cachés, pas d'attente tacite, juste des contrats clairs et un respect mutuel. Mes soirées sont passées à organiser une rencontre hebdomadaire de codage dans la bibliothèque du centre communautaire où les entrepreneurs locaux et les jeunes programmeurs échangent des idées sur des tasses de café et des notes collantes. C'est dans ces moments de regarder une confiance des étudiants timides fleurir alors qu'ils déploient avec succès leur première application web que je ressens le plus profond de l'accomplissement. La vieille vie définie par un soutien secret et un sacrifice non orné m'ont appris que la véritable générosité nécessite l'ouverture. Maintenant mes contributions sont visibles, célébrées et réciproques, tissées dans un réseau de confiance qui renforce tous ceux qu'ils touchent. Je parle toujours avec Ariel. Nos conversations guidées par les limites que nous avons fixées dans cette première réconciliation du café. Nous rattrapons la vie, ses progrès au Legal Aid Center, ma dernière subvention à but non lucratif. Il n'y a pas de pression, pas de dette tacite entre nous, seulement deux personnes honorant les leçons que nous avons apprises à la dure. Nous plaisantons parfois sur nos mésaventures passées, en riant de notre ancienne rigidité, à l'absurdité de croire que l'amour pourrait prospérer en silence. Le dimanche matin, je visite mes parents pour le petit déjeuner. Ils m'émerveillent de la façon dont j'ai transformé ma vie. Comment un homme qui a jailli sur le bord a construit quelque chose de durable. Je leur dis que ce n'était pas facile, cette reconstruction de la confiance, d'abord avec moi-même et avec d'autres avec des vérités inconfortables. Ils hochent la tête, fiers au-delà des mots. Alors que Twilight s'installe sur la ville, je rentre chez moi et je m'assois sur mon balcon, une douce brise remuant mes cheveux. Les lumières ci-dessous scintillent un par un. Chacun une histoire, une connexion. Je réfléchis au voyage de la trahison au renouvellement, des registres cachés à l'ouverture du dialogue. Je comprends maintenant que s'éloigner n'était pas un acte de colère. C'était un acte de survie, le premier pas nécessaire vers une vie construite sur l'honnêteté. Et quand je ferme les yeux, je ne vois pas les ombres de ce qui a été perdu, mais les contours brillants de ce que j'ai choisi de créer. Une maison de ma propre fabrication, une carrière de but et un cœur à bout par le secret. À ce moment-là, je sais que je suis exactement là où j'appartiens.